Je vais vous présenter assez succinctement ce que nous entendons par système de production économe et autonome. Alors, comme toutes les institutions, nous sommes assez jargonneux, donc on a tendance à parler de SPEA, système de production économe et autonome. Donc, vous seriez avertis si jamais je parle en sigle. J'ai essayé de prendre 5-10 minutes, pas plus, et ensuite nous illustrerons mon propos assez général par deux exemples d'exploitants agricoles, d'éleveurs en l'occurrence, que sont Christian Galtier, présent à ma gauche, et éleveur bovin-lait en Aveyron, et ensuite Jean-Michel Favier, enfin ça sera d'abord Jean-Michel Favier, éleveur bovin allaitant dans l'Hérault. Alors la réflexion sur le système de production économe et autonome, c'est quelque chose de très structurant au sein du réseau CIVAM, au sein d'ADMM, mais aussi au sein du réseau national. C'est important parce que nous entretenons beaucoup d'échanges et beaucoup de réflexions avec tous nos partenaires. C'est pour ça aussi que le réseau national nous appuie en moyenne montagne. Alors, être économe et autonome, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pas très compliqué, hein. Quel que soit le territoire, les principes de base sont à peu près les mêmes. C'est essayer de consommer moins pour produire autant. Ou, si jamais consommer moins se traduit par une moindre production, ça veut dire en tout cas essayer de faire en sorte que la diminution des charges de production soit beaucoup plus importante que la diminution de la production. Ça peut être aussi bien diminuer les doses d'engrais, diminuer l'achat d'aliments, ça peut être diminuer aussi le recours aux engins agricoles, donc ça peut diminuer la taille du tracteur qu'on achète ou le taux de renouvellement, c'est diminuer aussi la quantité de fuel qu'on met dans le réservoir. Voilà, en gros, ça se traduit aussi, finalement, de manière plus conceptuelle, par mieux maîtriser les processus de production. Être autonome, ça veut dire aussi, produire davantage ses ressources sur son exploitation. On essaie d'en consommer moins, on essaie aussi déjà d'en acheter moins à l'extérieur, donc quitte à donner de l'aliment à ces animaux, autant le produire soi-même, à un coût moins élevé que l'achat si possible. Ça est produire aussi l'énergie à la ferme pour certains. Pour les ateliers de transformation, il est tout à fait envisageable d'avoir des panneaux solaires ou des panneaux solaires photovoltaïques ou qui permettent de chauffer l'eau pour la transformation. Être autonome, c'est aussi pouvoir prendre ses propres décisions. Évidemment, vous voyez que tout ça est intrinsèquement lié. Dès lors que l'on produit soi-même ces intrants ou une partie de ces intrants, on est davantage maître de ces processus, on est davantage maître de la qualité, de la diversité de ce que l'on peut introduire dans le système d'exploitation, que ce soit des aliments, que ce soit des fertilisants, que ce soit de l'énergie. Dès lors qu'on maîtrise davantage ces processus, on est plus en mesure de prendre ses propres décisions. Donc on est à la fois autonome d'un point de vue technique, en production de matières premières pour faire marcher le système agricole, mais aussi on est davantage autonome en matière de décision. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort au sein du réseau des CIVAM. C'est notre boulot à nous, animateurs, et la vocation, l'envie, et ce pourquoi nos administrateurs s'impliquent bénévolement, comme disait Cédric, c'est pour ça en fait, c'est pour qu'eux-mêmes puissent redevenir maîtres de leur exploitation, maîtres de leurs décisions et pouvoir faire leurs propres choix. Enfin, ce qui nous caractérise également, en tout cas une valeur qui nous est propre dans cette approche des systèmes de production économe et autonome, c'est d'avoir une approche globale et systémique. À savoir qu'on ne va pas réfléchir uniquement à optimiser la production de fourrage sur une prairie et une parcelle, on va essayer de réfléchir davantage à l'échelle du système, à comprendre quel est le rôle de cette parcelle dans l'ensemble du système d'alimentation, pourquoi as-tu besoin d'alimenter ces animaux à cette période-là, pour quels résultats techniques, pour quels résultats financiers. Voilà, donc on essaie de dépasser le cadre technique parcellaire pour avoir une approche systémique qui prend en compte l'ensemble des activités d'exploitation et également, comme le soulignait Xavier tout à l'heure, les désirs, les envies, les motivations de l'agriculteur. Pour mieux positionner finalement cette démarche de système de production économe et autonome, je vous ai fait une diapositive assez rapide, je ne vais pas trop m'y étendre, sur l'évolution globale de l'agriculture en France. Depuis les 50 dernières années, on a été surtout axé sur l'augmentation de la production quantitative par actif, à savoir que le leitmotiv a été de produire plus par individu, ce qui s'est traduit, on l'a tous vu, par moins d'agriculteurs, de plus grosses quantités produites par agriculteur, et ça se traduit par plus d'hectares, plus d'animaux par individu, et plus de litres de lait ou plus de kilos de patates ou de kilos de viande par producteur. Pour en arriver là, on s'est basé sur des processus plutôt industriels de production. Donc ça, c'est une évolution générale sur l'ensemble du territoire français qui s'est adaptée
qui a été un petit peu déclinée sur l'ensemble des territoires. Donc évidemment, en zone Massif central, cette industrialisation a été un petit peu moins poussée que dans d'autres régions d'élevage notamment. Mais on voit quand même des processus d'artificialisation des moyens de production. Un exemple simple, c'est le retournement des prairies humides pour en faire des prairies de fauche, les drainer, etc. C'est un exemple d'artificialisation. Cette industrialisation, c'est aussi basé sur davantage de recours aux intrants. Et enfin, ça s'est traduit, c'est l'actualité, par une dégradation à la fois des conditions de travail, donc toujours plus de quantité de choses à produire par individu, un isolement géographique, puisque quand on est moins nombreux, on est moins nombreux, on a moins de voisins, mais aussi une dégradation, dans le cadre de l'élevage, des conditions d'élevage. Plus d'animaux par individu, c'est une plus forte mécanisation, c'est un rapport à l'animal qui est différent, et c'est souvent une densité d'animaux élevée par mètre carré qui va de pair, qui est croissante. Et tout ça se traduit souvent, pas systématiquement, mais très souvent par une dégradation également de l'écosystème. Et cette évolution de maximisation de la production quantitative, vraiment des litres, des kilos par individu, c'est aussi fait en oubliant finalement la dégradation du prix de vente. Donc certes, on produit plus, mais en fait, la dégradation au cours des 50 dernières années des prix de vente des matières agricoles a fait que ça n'a pas du tout compensé, que l'augmentation de la production n'a pas du tout compensé la baisse de ces prix de vente, ce qui fait que le revenu global a diminué. Donc on se trouve dans des situations à la fois d'exploitation qui dégradent les conditions de travail, qui dégradent les conditions de l'environnement, qui produisent beaucoup, qui ont énormément recours à des intrants, qui ont besoin de gros équipements, je schématise un petit peu, et qui deviennent un petit peu moins transmissibles. À côté de ça, développer des systèmes de production économes et autonomes, en se basant sur des processus plus naturels, un petit peu plus sur des processus, sur les ressources présentes sur la ferme, on arrive à compenser, à acheter moins d'intrants. J'essaie d'être schématique. Donc une meilleure mobilisation des processus et des ressources naturelles, c'est le sol, c'est l'eau, ce sont les végétations spontanées présentes sur la ferme. C'est avoir recours aux races et aux variétés qui existent dans toute leur diversité. C'est diminuer le recours aux intrants, c'est aussi diminuer les charges de production. C'est également diminuer le capital immobilisé. Je suis un petit peu perdu. Face donc du coup les éleveurs et les agriculteurs du réseau CIVAM ont pris un chemin un petit peu différent au cours de ces 50 dernières années, et notamment au cours des 10 ou 15 dernières années, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, qui a été de dire, bon voilà, je préfère essayer de diminuer les charges de production sur mon exploitation, je préfère essayer de maximiser la valeur ajoutée de ce que je vais gagner derrière, pour essayer de travailler mieux, produire un petit peu moins, mais produire davantage sur ma ferme. En moyenne montagne, cette stratégie de réduction des consommations d'intrants, d'une maximisation de la production des intrants sur la ferme et d'une meilleure valorisation, se confronte à des particularités propres à la moyenne montagne, que sont assez classiquement l'enclavement, la pente, la température, et qui se traduisent aussi par une plus grande difficulté à se diversifier que dans d'autres régions. Cela dit, la zone de moyenne montagne a surtout beaucoup d'avantages et de ressources. J'ai essayé d'illustrer un petit peu maladroitement que les fermes engagées dans un système de production économe et autonome font davantage appel aux ressources présentes sur l'exploitation pour produire leurs intrants. En Massif central, il y a une très riche biodiversité qui permet d'avoir des supports d'élevage, de production herbagère, fourragère, pour une partie très importante de l'année, davantage que certaines prairies temporaires. Il y a une présence de grosse diversité une grande diversité de biodiversité animale sur laquelle on peut également s'appuyer, qui se traduit par une diversité de races d'élevage, races bovines, races ovines. Donc là, les deux éleveurs qui vont témoigner derrière vont en parler. Et là, mon temps est écoulé. Et surtout, ce qui est très important et ce qui tient à cœur du réseau des CIVAM, c'est les savoir-faire. Au-delà de cette grande richesse de biodiversité animale et végétale présente sur les fermes et sur l'ensemble du territoire du Massif central, qu'il convient de mieux valoriser, de mieux comprendre le fonctionnement pour essayer d'en faire des moyens de production, c'est surtout le savoir-faire des paysans et des paysannes, membres du réseau, qui s'enrichit par l'échange avec des animateurs parfois, des échanges avec d'autres paysans, des échanges avec tout l'ensemble des publics que nous rencontrons. Ces savoir-faire, aujourd'hui on va les illustrer par des exemples, vous allez les voir pendant toute la journée.
Et c'est ce que nous essayons de valoriser au sein du réseau des CIVAM. Quels intérêts des systèmes de production économes et autonomes? J'ai rapidement évoqué de meilleures conditions de travail par de moins grosses cadences de production, réduction de la production, réduction surtout des consommations d'intrants. Je vais illustrer ici de manière très schématique. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire attention non pas aux détails des chiffres, mais plutôt aux grandes masses. À côté des intérêts en termes de conditions de travail, des intérêts en matière de préservation de l'environnement, il y a un réel intérêt en termes de rémunération du travail des éleveurs et du partage de la richesse qui est créée. Ici, je me suis basé sur la ferme de Jean-Michel, qui va témoigner juste après, et qui a initié une transition d'un système relativement conventionnel dans sa région. Vous verrez qu'il faut bien resituer les exemples dans leur contexte. Une évolution entre 2013 et 2015. Alors rapidement, les deux catégories de chiffres sont identiques, même si les chiffres ne sont pas tout à fait similaires, c'était pour rendre les choses plus lisibles. Le produit brut, qu'est-ce que c'est? C'est les ventes. Les ventes, c'est le kilo de viande fois prix de la viande, pour faire simple. Et en 2013, il y avait quelques productions végétales. On voit que Jean-Michel, avec une réduction malgré tout du troupeau, il a augmenté son produit brut. Ça s'est traduit, ça s'est basé sur une meilleure valorisation de la viande par un passage à la vente directe. Et vous précisez ça beaucoup mieux que moi. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est à quoi sert le produit brut. Le produit brut, donc ce qu'on vend, ça sert à payer d'abord tout, avant tout les charges de production. Donc ici, je crois que j'ai une souris, voilà. Vous voyez, les trois premières composantes des charges sont les consommations intermédiaires des cultures, consommation intermédiaire pour l'alimentation du bétail et les consommations intermédiaires autres, dont le fuel. La suivante, c'est l'abattage des coupes, que je ne considérerais pas dans un premier temps comme une des charges de production. On voit que ces charges de production, en gros, pour produire de la viande, entre 2013 et 2015, elles ont fortement diminué, pour passer d'environ 20 000 euros à un peu moins de 15 000 euros. Donc dès lors qu'on consomme moins, on gagne plus. C'est-à-dire que le produit brut, qui divisait à la fois pour les charges intermédiaires et pour la valeur ajoutée, là, il alimente davantage la valeur ajoutée. Ici, on voit une nette augmentation de la valeur ajoutée. À quoi sert cette valeur ajoutée nette? Ça sert, entre autres, à payer les salaires, à payer la rémunération du travail. Donc aujourd'hui, on est en mesure de mieux payer le travail effectué sur une ferme parce qu'on a consommé moins et parce qu'on a valorisé mieux. Voilà. Je pense que les exemples seront un peu plus parlants. Donc par la suite, Christian Galtier, un éleveur d'Aveyron, va présenter sa ferme bovin-lait, qui est une transition d'un système vers un système davantage pâturant, puis une conversion en bio. Vous prêterez particulièrement attention à sa démarche de réduction de consommation des charges intermédiaires. Et là, tout de suite, nous allons faire intervenir Jean-Michel Favier, qui est un éleveur de l'Hérault, à côté de Bédarieux, qui a initié une transition d'un système relativement conventionnel dans notre région vers un système davantage pâturant. Vous verrez dans son exemple le lien intrinsèque entre diminution des charges et maximisation de la valorisation de la viande. Voilà. Ce qui convient de relever, c'est que ce sont des fermes qui sont situées dans leur contexte, dans les trajectoires des éleveurs. Ce ne sont pas des modèles à suivre sensu stricto pour ce qu'ils sont, mais il faut bien retenir l'idée qui a motivé les éleveurs et comment ils parviennent à assurer leur transition.